Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça s'est bien passé. La vidéo précédente sur le féminisme, malheureusement, c'est pas moi qui l'a fait, mais j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a aussi fait réfléchir par rapport au féminisme. En fait, c'est quoi le féminisme? Donc, puis justement, par cette vidéo-là, j'espère que ça vous a fait réfléchir par rapport aux conditions des femmes. Ça n'a pas été toujours facile. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que vous êtes épanoui. Bref, dans le fond, on a vu c'est quoi le féminisme, puisque mes capsules seront l'angle d'attaque sera le féminisme. Je trouvais ça important de vous montrer c'était quoi en fait le féminisme. Et par la suite, donc la deuxième capsule vidéo parlera des conditions, les droits et libertés des femmes au 18e siècle. Donc, on l'a vu avec Carlène, le 18e siècle. Donc, j'espère que ça vous éclairera. Peut-être que vous allez faire des liens entre les livres que vous avez lus et les conditions des femmes. Peut-être que vous avez remarqué justement certaines inégalités sociales. Donc, j'espère que cette capsule-là vous aidera à mieux concevoir les conditions des femmes au 18e siècle. Si on se met sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant 1789, donc avant la Révolution française, les conditions des femmes, ils les amenaient pas vers une autonomie financière et personnelle. Justement, au contraire, elles vivaient presque souvent sous l'autorité masculine ou sinon elles passaient de la tutelle paternelle, donc sous l'autorité de son père. Si par exemple elle voulait sortir à l'extérieur, elle avait besoin d'un billet de son mari. Si elle avait aussi besoin d'aller chercher de l'argent, d'aller retirer de l'argent, elle avait besoin aussi de la pension de son mari. Donc, elle pouvait passer par aucun acte juridique ou de nature financière sans qu'elle ait l'autorisation de son tuteur, de son père ou de son mari. Donc, si elle n'avait pas de mari et ni de père, elle était sous la tutelle de son frère si elle en avait un. Elle pouvait pas s'émanciper, elle pouvait pas avoir non plus de vie d'autonomie justement financière puis ni d'autonomie aussi personnelle, parce que chaque fois qu'elle devait faire quelque chose qui était relié à l'environnement extérieur, elle devait absolument avoir un billet, si on veut, de la gente masculine. Donc c'est quand même assez compliqué pour leur liberté. Justement, elle n'en avait point. Alors justement, le fait que le système de l'État, la vie sociale et la vie financière ne sont pas faits pour l'émancipation des femmes, et ça rendait très 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 précaire leur situation, ça rendait très précaire aussi leur état d'esprit, ça rendrait aussi très précaire leur situation financière, et ça rendait leur vie en fait vraiment difficile. Donc, ils ne pouvaient pas s'émanciper. Alors, si on regarde la définition de s'émanciper, l'émancipation, en fait, c'est de s'affranchir de la tutelle d'une autorité supérieure, c'est se libérer de quelqu'un, donc qui est souvent sous la tutelle de son mari, comme j'ai dit, de son frère ou de son père. Donc, c'est de libérer quelqu'un d'une domination. Donc, on peut voir un certain rapport de force entre la femme qui se situe souvent en bas si elle est dominée. Elle est en bas de l'homme qui est le dominant, qui est en haut d'elle. Donc, il y a un certain rapport de force. Un certain rapport aussi entre la hiérarchie des genres. Donc, voilà. C'est se libérer d'une servitude sociale, c'est de rompre avec les contraintes imposées
par la société. Alors, c'est ça le fait de s'émanciper et malheureusement, les femmes, à cause du système de l'État, comment il était géré, faisaient en sorte que les femmes ne pouvaient s'émanciper. Ils étaient complètement dominés par les dominants qui sont les hommes. Alors, si on remonte à sous l'Ancien Régime, la religion catholique était très, très, très importante en France. Justement, dans la Bible, il était inscrit que l'être suprême, alors j'ai une citation de la Bible, l'être suprême, qui est Dieu, ayant jugé qu'il n'était pas bon que l'homme fût seul, il lui a inspiré le désir de se joindre en société très étroite avec une compagne. Puisque la société valorise beaucoup ce rôle-là de la femme, la procréation et la conservation, elles sont confinées à la maison comme justement nous le sommes confinés à cause de la pandémie et elles c'était à cause de la religion. Donc dans le fond, en gros, ça dit que Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme seulement pour générer des enfants, faire des enfants et accompagner l'homme dans sa vie. Donc, c'était vraiment un rôle très, très réducteur, la réduire à la procréation. Donc, alors, ça réduit justement le fonctionnement du système d'État, incite et étiquette la femme à rester dans la sphère privée, qui est dans la sphère domestique, à la maison, avec les enfants, en train de concocter un bon mijoté. Ça réduit le rôle de la femme à l'être procréateur. Alors, si t'es une femme, tu fais des enfants, et c'est tout. Alors, t'es une femme, tu fais des enfants, tu fais le ménage. C'est pas mal ça. Et on sait que élever des enfants, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de patience. Donc, elle était comme obligée de rester à la maison pour élever les enfants, puisque élever des enfants, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un long processus. Donc, comme j'en ai parlé un petit peu avant, le système de l'État, en fait, l'organisation sociale faisait en sorte de différencier les rôles et les emplois selon les sexes, donc selon le sexe masculin ou le sexe féminin, autour de deux pôles qui sont le dehors et le dedans, ainsi que le public et le privé. Donc, vous comprendrez que l'homme est relié à la sphère du dehors et à la sphère du public, et la femme est reliée à la sphère du dedans et à l'aspect privé, donc domestique. Justement, l'homme exerce au dehors, dans l'espace public, les grands emplois, tandis que la femme assume son rôle de femme au foyer, son rôle qui devait être absolument dans l'enceinte du foyer familial. Elle devait se soumettre aux fonctions génétiques et domestiques. Et malencontreusement, si une femme voulait s'adonner à une activité intellectuelle, une femme mariée qui s'adonnait à une activité intellectuelle, elle était vue comme une dérive coupable et ce n'était pas toléré. Donc, une femme ne pouvait utiliser son intellect, elle devait seulement utiliser son corps pour enfanter. Et justement, le fait d'attribuer en fait à un sexe son rôle dans la société, c'est une manière très binaire de voir les choses. Mais justement, le système s'organisait pour que ça fonctionne ainsi. Et il était très difficile de sortir des cadres sociaux. Donc, l'organisation sociale encourageait fortement cette attribution prédéfinie des rôles selon les genres. Dans le fond, en somme, les droits des femmes ainsi que leurs conditions n'amènent pas la femme à s'émanciper sur la place publique ou à s'émanciper personnellement. Et l'organisation sociale favorise justement son rôle de procréatrice, ce qui l'oblige indirectement à rester dans la sphère privée, c'est-à-dire faire des enfants et s'occuper de créer de bons citoyens modèles.
On peut donc concevoir que la discrimination sexuelle ne date pas d'hier. Et jusqu'à tout récemment, ce sont les hommes qui faisaient les études sur les femmes, les conditions des femmes, le statut des femmes au 18e siècle. Et je peux vous dire que ce qui les intéressait, alors leur sujet d'analyse, était seulement lié aux faits croustillants. Donc, c'était les diverses liaisons qu'elles avaient avec de grands écrivains tels que Voltaire. Donc, souvent, les femmes aussi, dans l'espace mondain, elles faisaient des salons. Alors, des salons, c'est le fait d'amener des gens chez soi dans le but de parler d'un sujet très précis, et c'était souvent des personnes qui provenaient de l'élite intellectuelle, donc des physiciens, des historiens, des poètes. Donc, alors justement, les recherches sur les femmes du 18e siècle qui étaient faites par les hommes les réduisaient justement à qu'est-ce qui était le plus intéressant à dire sur celles-ci par rapport aux liaisons qu'elles avaient. Donc, ça demeurait quand même très superficiel. Donc, justement, l'ensemble de la réflexion sur les femmes au 18e siècle s'enferme toujours dans l'univers très étroit des salons et des liaisons. Ils ne pensaient pas vraiment à leur intellectualité, ce que les femmes pouvaient apporter comme nouvelles idées. Ils pensaient seulement aux liaisons qu'elles avaient avec les hommes. Salut, je suis désolée pour tout ce changement de décor. Je l'ai, je l'ai, je l'ai filmé en plusieurs journées. Donc voilà. Donc, en lien avec le savoir et les femmes, il faut quand même pas sous-estimer l'importance que les femmes ont eue dans le milieu intellectuel. C'est sûr qu'il existait des femmes intellectuelles qui organisaient des salons. Donc, on a vu précédemment qu'est-ce que c'était des salons. Il y en avait qui avaient des amis écrivains, des amis physiciens, des amis artistes, donc bref, ceux qui ont été importants dans l'écriture de l'encyclopédie. Leur entourage puis leur milieu ont donné justement la chance aux femmes intellectuelles de contribuer à fournir une certaine documentation sur certains sujets, mais ne semblent pas avoir écrit dans l'encyclopédie. Donc, elles étaient, si on veut, comme des secrétaires qui montrent une certaine documentation pour que les physiciens, leurs amis, dans le fond, écrivent dans l'encyclopédie. Il y a quand même un petit historique comme de third wheel, si on veut, par rapport aux femmes. Dans le fond, si quand elle était présente dans les salons, si ce n'était pas elle qui faisait les salons, c'est parce que c'était un homme intellectuel qui l'avait invitée. Donc jamais elle ne recevait les invitations à elle personnellement. C'était vraiment un de ses amis hommes intellectuels qui l'invitait. Donc c'est quand même une sous-représentation, elle était quand même sous-représentée dans la sphère intellectuelle et politique. Donc c'est quand même triste de voir que les femmes étaient leur intellectualité était sous-estimée du milieu intellectuel. Donc les femmes intellectuelles ont eu besoin d'un espace sécuritaire pour justement concrétiser leurs idées. Et elles l'ont fait par l'entremise du genre épistolaire. Et le genre épistolaire, c'est un échange de lettres fictives entre des personnages fictifs. Donc, ça leur permettait justement de promouvoir, ou plutôt de parler de leurs idées dans un espace sécuritaire.
puisque nous le savons très bien que la société les empêchait fortement de s'adonner à des activités intellectuelles. Donc, par rapport au savoir et aux femmes, on peut en conclure que leur rôle était très important, mais il était toujours de nature complémentaire à l'homme. Alors, c'est ce qui met fin à la vidéo, donc la capsule sur les conditions des femmes au 18e siècle. Je vais vous mettre par la suite la question récapitulative qui vous permettra justement de réfléchir sur ce que je viens de vous dire. Alors, on peut concevoir que leur statut, leurs conditions, leur liberté étaient quand même assez précaires.